Et je pense que pour les Européens, c'est ce que j'ai essayé de dire en quelques mots, il est très important de faire un retour critique sur le progrès scientifique et la vision du progrès et du développement que l'Europe et le monde européen a imposé au monde, mais aussi sur cette séparation nature et culture, dont je vous ai dit quelques mots il y a quelques minutes. Mais dans le monde arabe, il y a toute une série de réflexions qu'il faut aussi avoir sur le modèle qui a été le vôtre et qui est toujours le vôtre. Et quand je dis modèle, ce n'est pas simplement le modèle que vos gouvernements appliquent aujourd'hui, mais également les visions du monde et les idéologies qu'ils ont sous-tendues. Quand on prend les grandes forces politiques du monde arabe, on a trois grandes familles, les familles de gauche, communisme, les différents courants d'extrême gauche. On a un courant du nationalisme arabe, que ce soit le Baas, le Nasserisme, ici le Néo-Destour, le FLN, le NFP au Maroc, mais on a aussi toutes les familles issues du monde de l'islam politique, les frères musulmans étant les plus importants, ou d'autres reliés au wahhabisme ou au salafisme. Bon. Mais je pense qu'il faut réfléchir, en tout cas c'est des questions que j'aimerais vous poser, à ce qu'a été tout ce mouvement de la Narda du 19e siècle, un mouvement de renaissance arabe, qui était un mouvement à la fois de revendication de son identité dans l'Empire ottoman, avec l'idée d'une récupération d'une identité arabe et pas simplement ottomane, de la nécessité aussi de réfléchir sur la langue, voire sur la religion, pour ceux qui étaient dans une perspective musulmane, ce qui n'est pas le cas évidemment de tout le monde arabe, mais d'une bonne partie en tout cas. Mais en même temps, le mouvement de la Narda était un mouvement de modernisation qui, pour beaucoup de choses, prenait au modèle européen des références qu'il a intégrées dans cette culture et cette identité arabe. Revenir sur ça m'apparaît quelque chose qui serait utile, probablement. En tout cas, c'est une question que je voulais vous poser, parce que derrière, c'est aussi une modernité arabe, et le fait que dans le monde arabe, il y a assez peu de courants historiques et de courants idéologiques qui ont remis en cause ce modèle particulier de développement que nous partageons, Européens et monde arabe, si mon hypothèse est validée ou vérifiée. Et quand on réfléchit à ça, ça oblige aussi à se poser la question de ce que certains appellent les cultures ou les mondes subalternes, qui sont ces choses qu'on ne voit pas directement, mais qui sont extrêmement importantes parce qu'elles montrent la possibilité d'avoir une autre vision du monde, un autre modèle de développement. Je vais vous donner deux exemples avant de vous poser des questions sur le monde arabe. Ce qui est le plus connu et le plus important pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui s'est joué dans le monde indo-américain, avec des réflexions portées par les militants d'Amérique du Sud sur le buen vivir, l'idée qu'on était pour, en espagnol ils disent lo que queremos no es de vivir más, c'est de vivir mejor. Ce que nous voulons, c'est pas de vivre plus, c'est de vivre mieux. Et qui est une vision qui est très proche de l'approche cosmogonique, si l'on peut dire, de ce monde andin, dans lequel l'important c'est la Pachamama, c'est-à-dire les droits de la terre-mère, les droits de la nature. Donc à l'opposé de la vision cartésienne européenne de la séparation entre la nature et la culture, entre l'être humain ou l'humanité et la nature qu'il doit exploiter, qui est l'idée d'une harmonie et d'un respect mutuel entre les différentes espèces, dont les êtres humains et le reste de la nature ou de la terre-mère, dans l'expression dans la consonance religieuse des populations quechua, amara et guarani. Et le fait de penser ce buen vivir à partir des populations qui étaient évidemment totalement dominées par le colonialisme d'origine espagnole a été très très important dans la compréhension que d'autres modèles de progrès et de développement étaient possibles et étaient au cœur des mouvements d'émancipation qui ont marqué profondément et qui ont dominé l'espace politique des 20 dernières années en Bolivie, en Équateur, au Pérou et dans toute l'Amérique andine. Donc on a là quelque chose qui est venu d'une culture subalterne et qui s'est imposé. On peut considérer qu'en Asie, des choses un peu comparables ont eu lieu en Inde, à partir d'une partie du mouvement gantiste, mais aussi dans toute la partie du Sud-Est. Il y a un livre intéressant de Scott qui s'appelle Zumia, ou l'art de ne pas être gouverné, et qui explique comment les hauts plateaux de ce qu'on appelait à l'époque l'Indochine, disons du Sud-Est asiatique, ont pu vivre pendant des centaines d'années sans gouvernement central et dans un rapport différent entre homme et nature. Et je pense qu'il serait intéressant ici, dans le monde arabe, de réfléchir, bon, je connais mieux le Maroc que d'autres pays du Maghreb, mais ce qu'on appelait par exemple le bled Siba au Maroc, qui étaient tous ceux qui ne se reconnaissaient pas dans le pouvoir central. Est-ce qu'ils avaient ou pas une relation différente avec la nature? Est-ce que les populations qui du monde saharien et dans les oasis avaient là aussi un respect, une relation différente avec les éléments naturels? Est-ce que dans le monde amazigh, qu'on va retrouver dans l'ensemble du Maghreb, on a aussi des relations différentes? Peut-être pas, mais je pense que c'est des réflexions qui sont utiles parce que ça permet de faire émerger de parts de la société qui ont souvent été écrasées et dominées sur le plan, en tout cas idéologique, d'essayer d'en tirer des éléments qui peuvent être utiles pour le lendemain.
Ceci dit, ça va être ma dernière partie pour respecter le temps qui m'a été donné, il faut bien voir qu'on peut aussi reconstruire toute une série d'alternatives, hein, c'est ça que je vais vous présenter rapidement, à partir d'éléments là tout à fait contemporains, sans forcément tirer des racines et des leçons qui viennent de cultures subalternes, de capacité à penser différemment le développement par une vision un peu philosophique des choses, mais qui parfois sont en articulation entre les deux. Et je vais vous donner 4 exemples de choses qui sont utiles en termes d'alternatives pratiques à réfléchir. Premier problème, et je pense que là vous pouvez apporter beaucoup de choses au monde de par votre histoire et vos expériences, c'est tout ce qui est la question des villes et de l'urbanisme. Hein. Bon, vous savez que d'ores et déjà la majorité de la population mondiale vit dans les villes et que le fait urbain va se développer encore très massivement. Le Maghreb est maintenant dans une situation où le tournant démographique a lieu, mais la population va encore augmenter dans les décennies à venir. Et si l'exode rural a déjà beaucoup eu lieu au Maghreb, il n'est pas encore complètement terminé. Donc vous avez des villes qui vont encore grossir. Et des villes, vous savez qu'une fois qu'elles sont construites, c'est pour 50, 100, 200 ans. Hein, bon. Et la question urbaine est au centre des questions du changement climatique. Hein, à la fois parce qu'il produit la construction des villes changement de climat par lui-même, puisque construire une ville, c'est dégager beaucoup de gaz carbonique à cause du ciment et des méthodes de construction, mais surtout une fois que la ville est là, elle y reste. Et donc si vous avez fait une ville où il n'est pas possible d'avoir des transports en commun, eh bien, il y aura des transports en voiture, hein, donc évidemment très polluants. Si vous avez fait une ville dans laquelle les immeubles sont construits de telle façon que vous êtes obligé, surtout avec une augmentation de la température moyenne, de réfrigérer pendant l'été, c'est-à-dire donc d'avoir des ventilateurs. Ventilateurs, ça va encore, mais des systèmes d'air conditionné qui sont extrêmement consommateurs en gaz à effet de serre et en énergie. Bref, toutes ces questions-là sont centrales. Or, vous avez vu dans une chance, c'est quand nous, les Européens, on vivait dans des petits villages avec des petits terre, vous aviez déjà construit des grandes villes. Fès, Kéran, Le Caire, Bagdad, Damas sont des villes qui étaient des villes-mondes quand nous, en Europe, on vivait au village. Hein. Et vous avez eu l'expérience et la tradition et l'histoire de construire des villes dans lesquelles on se déplaçait à pied ou à cheval et qui étaient des villes capables de rassembler des millions de personnes, ce que l'Occident n'était pas capable de faire à l'époque. Donc de ces expériences-là, il faut probablement tirer des leçons, voir comment les méthodes de construction peuvent s'inspirer de ces méthodes traditionnelles qui permettent d'éviter d'avoir à utiliser de l'air conditionné ou d'autres moyens extrêmement coûteux en gaz à effet de serre de fonctionner. Il y a toute une réflexion urbanistique à avoir sur les modes de transport, sur les modes de construction, et où là, vous êtes avec les Chinois et les Indiens, ceux qui avaient inventé le concept de ville bien avant en tout cas l'espace européen. Deuxième domaine dans lequel là les réflexions peuvent aller d'autant plus vite que c'est quelque chose qui est partagé par à peu près toute l'humanité, c'est le fait que je crois que tout le monde est fier de la cuisine de son pays. Et derrière la cuisine, qui peut apparaître un peu bizarre dans un colloque comme celui-là, mais on a immédiatement les modèles agricoles, hein, et immédiatement on a la qualité de ce que l'on va manger, mais derrière la qualité, c'est la façon dont les choses sont produites et à quelle distance les choses sont produites. Et produire différemment et le produire à côté, c'est ça qui réduit les gaz à effet de serre. Ce qui coûte dans l'agriculture moderne en termes de gaz à effet de serre, c'est le transport, hein, le fait qu'on va faire des milliers, voire des dizaines de milliers de kilomètres à des aliments ou à des produits, mais aussi le fait qu'on met des pesticides. Hein, donc là, le fait de retrouver une alimentation et une culture saine à côté de chez soi, dans des circuits courts, on a énormément d'expériences que vous devez avoir aussi dans vos pays, mais qui immédiatement changent complètement les modèles agricoles dès qu'on les pousse un peu jusqu'au bout. Et ça, c'est un mouvement planétaire qui ne commence pas avec les mouvements sociaux, on ne voit pas de manifestation pour manger bio, mais qui, dans nos cultures quotidiennes, hein, et en partant de ce que sont les aspirations de chacun d'entre nous dans nos histoires et personnelles et culturelles, des choses extrêmement importantes. Troisième point qui me paraît utile à discuter aussi, c'est les moyens de développer les énergies renouvelables. J'ai entendu ce matin, et j'étais tout à fait d'accord avec cette intervention, le fait que le Maghreb n'est pas responsable de l'augmentation de la température sur la Terre. Quand on regarde les émissions de gaz à effet de serre, le Maghreb en produit très peu. L'Algérie et la Libye un peu plus, parce que c'est des pays producteurs d'hydrocarbures, mais le Maroc et la Tunisie en particulier, rien du tout, et même en additionnant les 5 pays du Maghreb avec la Mauritanie, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont très faibles. Mais j'étais moins d'accord avec la conclusion, je crois que c'était une oratrice qui le donnait, qui disait qu'il n'y avait aucune raison de limiter les émissions de gaz à effet de serre au Maghreb. Je pense que pour vous-même, il y a tout intérêt à réfléchir à d'autres modèles énergétiques. Pour vous, pas pour la planète, pas pour l'Europe. Hein, c'est l'Europe qui doit d'abord réduire ses gaz à effet de serre, de même que la Chine, les États-Unis, etc. Mais pour vous, il est mieux d'avoir des énergies renouvelables. D'ores et déjà, aujourd'hui,
le solaire et l'éolien est déjà moins cher que le nucléaire, le pétrole ou le charbon. Et demain, ces productions vont augmenter, le prix de ces produits va augmenter. Inévitablement, le fait de ne pas engager une transition énergétique fera payer le prix maximum à ceux qui ne l'auront pas fait. Or ici, vous avez les moyens de le faire. Vous êtes dans le pays du soleil, vous êtes dans des régions où il y a beaucoup de vent, et donc vous avez toutes les conditions matérielles qui permettent de le faire. Et là, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des modèles très différents. Le renouvelable, c'est pas bien en soi. C'est aussi la façon dans laquelle le renouvelable est géré qui change tout. Il y a deux modèles radicalement différents. Pour rester par l'Europe, mais ce serait aussi en Amérique latine, il y a le modèle allemand et le modèle français, pour le dire. S'il fallait en choisir un, choisissez le modèle allemand. Et c'est pas parce que la Frédéric Ebert finance en partie cette conférence que je dis ça, mais le modèle français, c'est l'idée de donner à des multinationales comme EDF ou Engie, anciennement Suez, des énormes parcs d'éoliennes dans la mer ou ailleurs, qui par le haut vont produire de l'énergie extrêmement centralisée sans contrôle des populations. Dans le modèle allemand, 50% de l'énergie renouvelable, et qui aujourd'hui est considérable. Pendant l'été, l'Allemagne, qui n'est pourtant pas un pays du soleil, comme vous le savez, produit suffisamment d'énergie renouvelable pour la totalité de son énergie. Donc c'est considérable. 50% de cette énergie renouvelable, c'est de loin le pays en Europe qui est le plus avancé de l'énergie renouvelable, est tenu par des coopératives d'habitants. C'est les habitants eux-mêmes, avec les municipalités, qui possèdent les éoliennes et les panneaux solaires. De ce fait, c'est une prise de pouvoir, si on peut le dire, sur des questions décisives, parce que l'énergie c'est très important pour chacun d'entre nous, par les habitants eux-mêmes sur leur production énergétique et sur le contrôle de ce qu'ils en font. Donc on a quelque chose qui permet de redonner aux groupes humains élémentaires, ceux des quartiers, des villages, ceux qui doivent avoir le pouvoir, les moyens de contrôler leur production et leur consommation énergétique. Et puis, dernière chose, et je vais m'arrêter là-dessus, il y a toute une série de réflexions à avoir qui sont compliquées, parce que ce sont des modèles très différents autour d'autres modèles économiques qui sont l'économie circulaire, l'économie collaborative, qui permettent en gros de sortir de l'idée que la possession de biens matériels est un moyen d'exister dans la société. C'est quasiment une question anthropologique, c'est la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est reconnu dans une société. Historiquement, les 30 glorieuses pour ce qui est de l'Europe, c'est-à-dire toute la période, disons, du grand développement industriel de l'Europe de l'après-guerre, mais qui a été le modèle que beaucoup de pays dits en développement ont voulu copier, d'une certaine façon, c'était l'idée que l'objet matériel, la possession de l'objet matériel était un marqueur très fort de statut social. Vous avez une grosse voiture, vous êtes quelqu'un. Vous avez une montre de luxe, vous êtes quelqu'un. Vous avez un costume XY, vous êtes quelqu'un. Cette idée-là est en train de passer de mode. Je ne dis pas qu'elle a disparu, elle continue à exister en Europe comme partout, mais elle est en train de passer de mode. Et là, il y a des vecteurs très très puissants qui font que toute une série de gens, surtout dans la jeunesse, vont se dire pourquoi avoir une voiture qui coûte cher et pollue par ailleurs, alors que je peux simplement la partager avec d'autres, alors que je peux utiliser des moyens de covoiturage. Bref, il y a toute une série de réflexions, alors qui sont compliquées parce que des grands géants du web comme Uber, que vous connaissez tous, mais il y en a beaucoup d'autres, essayent de tirer et d'extraire de la plus-value de ces modèles-là de façon la plus capitaliste possible, mais qui malgré tout permettent de penser un monde dans lequel la valeur est dans l'échange direct entre les individus et pas dans la possession de telle ou telle chose matérielle, une voiture, une montre en or ou un costume. Et de penser que la richesse vient de la relation humaine plus que de la possession comme vecteur d'une certaine façon de reconnaissance de tel ou tel objet matériel change tout. Et ce mouvement, il est planétaire, il est contradictoire, parce que les deux coexistent, bien évidemment, mais c'est, je pense, au cœur de ces réflexions qu'on peut penser des alternatives qui soient vraiment durables. Voilà, je vous ai fait un panorama un peu large, je suis désolé, c'était un peu court, le temps qui m'était imparti, mais merci de votre attention.